C'est au prix de nombreuses heures de route et de pistes interminables que l'on entre en terre à Kébu, au Togo. Ce paysage luxuriant, presque vierge, saisit autant que la chaleur de la saison sèche étouffe. Ici, le changement climatique a laissé son empreinte, et comme partout dans le monde, l'eau est devenue précieuse. Au hasard de notre voyage, nous traversons une rivière dont le lit n'est pas tari. La scène à laquelle nous assistons est édifiante de beauté, criante de vérité. Sous nos yeux se joue la problématique de toute une région. Sans égard quant au risque de contamination de l'eau, chacun s'adonne à ses activités, de jeux et de travaux ménagers. Et c'est cette même eau que d'autres consommeront. Les femmes, à qui incombe la charge de puiser l'eau, se rendent au marigot, parfois à plusieurs heures de marche du village. Une source incertaine, tributaire de l'eau de pluie captée. Seules les premières arrivées seront servies. À quelques kilomètres de Kunyu, la capitale de la préfecture à Kébu, se trouve le village de Kotora. C'est ici que la RAID a débuté sa mission d'adduction en eau potable. Au prix de 5 ans d'efforts, menés conjointement avec la population, 5000 personnes disposent aujourd'hui d'un réseau d'eau douce. Renoncer aux ressources impropres implique un effort financier de la part des habitants. 50 litres d'eau potable se vendent 25 francs CFA, 4 centimes d'euros. La logistique autour de ce réseau est confiée à un comité de gestion, élu et rémunéré par le village. La population vient chercher de l'eau massivement, ce qui fait que on remplit le réservoir 2 fois par jour. L'atout numéro 1 même, c'est que ça réduit les maladies. Effectivement, parce que je me rappelle très bien, une fois qu'on a eu une panne, les femmes étaient obligées d'aller chercher l'eau dans les rivières. Et puis, effectivement, après ces jours-là, on a constaté beaucoup de maux de ventre. Beaucoup de maux de ventre. Si aujourd'hui, la plupart des problèmes sanitaires liés à l'eau ont disparu à Kotora, ce n'est toujours pas le cas pour près de 60% de la population rurale togolaise. Le couple eau-énergie est intimement lié. Alors évidemment, ici, on parle beaucoup maintenant de solaire. Bon, traditionnellement, les gens utilisent le gasoil pour faire fonctionner leur groupe électrogène. Bon, l'eau, ce sont des pompes, ce sont des forages profonds, puisque ici, l'eau, en général, en tout cas pour avoir une eau potable, on va la chercher à près de 100 mètres de profondeur, donc ce sont des forages. Il faut faire remonter, redistribuer sur des châteaux d'eau. Donc nous, on a construit plusieurs mini-adductions d'eau dans la zone. On en est, je pense, à la 6e. Quand ils avaient fini les installations, ils nous avaient donné un groupe. Le groupe qui nous avait donné vraiment, on avait trop de problèmes avec le groupe, la consommation, la pompe. Imaginez la distance d'ici 800 mètres. C'est un travail fatigant le groupe et le groupe aussi, il faudrait beaucoup d'énergie d'abord pour fonctionner. Et là, le groupe consommait trop. On était obligé de chercher l'argent pour aller s'abonner sur l'électricité locale par la CT. Bon, chose faite, mais toujours l'argent des factures, vraiment, ça augmente trop même. Ça augmente trop.
L'agriculture est le premier secteur d'activité en zone rurale, et ce sont majoritairement les femmes qui travaillent au champ. Depuis 2011, le Programme des Nations Unies pour le développement appuie un projet d'installation de machines agricoles afin de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches. La pauvreté est un phénomène principalement rural et cette pauvreté est accentuée dans les communautés rurales par le manque de services énergétiques qui fait que c'est difficile d'implanter les outils de transformation agroalimentaire. Et donc ce travail est exécuté manuellement et principalement par les femmes et les filles qui consacrent beaucoup de leur énergie physique et beaucoup de leur temps pour pouvoir réaliser ce genre de travaux pénibles. La plateforme multifonctionnelle est un ensemble d'équipements qui tourne à l'aide d'un moteur. Un équipement, on peut avoir le moulin à céréales, on peut avoir la décortiqueuse de riz, la râpeuse de manioc, la concasseuse de noix. Donc vous voyez, toutes ces activités, c'était fait manuellement. Et donc avec cet outil, ça va être fait grâce à l'énergie que le moteur va pouvoir déployer. Jusque-là, ces 200 plateformes multifonctionnelles fonctionnent à l'aide du gasoil. Et donc le gasoil est très coûteux. Et le litre est estimé à 750 et plus, et cela dépend des communautés. Et donc nous avons procédé à l'évaluation à mi-parcours de ce programme, le programme national plateforme multifonctionnelle. Et l'évaluation a relevé que 72% des recettes générées par la plateforme multifonctionnelle retournaient à l'achat du gasoil. Le prix du carburant compromet la viabilité des installations agricoles et du réseau d'eau potable. À terme, le risque est de voir les habitants préférer les rivières, s'exposer à nouveau aux risques sanitaires que cela implique et retourner à des tâches très laborieuses. Comment éviter l'endettement tout en conservant ces aménagements ? On avait imaginé que l'on pouvait changer de méthode pour ce qui concerne l'apport d'énergie. Et là, miraculeusement, enfin pas miraculeusement, on présumait qu'effectivement ça existait, mais on a découvert effectivement ces forêts de jatropha. Alors jatropha ou pourguère, ça dépend de la zone où on se situe, mais en tout cas c'est à partir de cette graine de jatropha qu'on peut fournir une huile qui est un biocarburant. Le jatropha est bien connu ici. Dans le dialecte local, on l'appelle papati. Cette plante indigène robuste résiste aux périodes de sécheresse. Elle était très peu utilisée jusque-là, on la savait toxique. Mais pour la première fois dans l'Akébou, le village de Serekbene va pouvoir en tirer profit, créer sa propre énergie, faire un pas vers son indépendance. L'huile de jatropha, c'est un biocarburant produit sur place. C'est une plante effectivement qu'on a trouvée à l'état naturel, contrairement dans d'autres pays où on fait des hectares pour pouvoir produire. Mais nous, lors de notre mission, on a constaté qu'à côté même du forage, il y a la plante jatropha presque un peu partout. Jusque-là, ça a été démontré qu'indépendamment de l'huile produite, que sa consommation est toxique. Bon, là où il y a le bâtiment, là, c'est le magasin Café Cacao. Il y avait beaucoup de jatropha là-bas. Mais comme on ne connaissait pas l'utilité, on a abattu ça pour faire la construction. On nous a dit que l'huile là, ça ne touche pas la bouche. Quand ça touche la bouche, ça donne beaucoup de diarrhée.
Et bon, les feuilles aussi, nous les utilisons pour chasser les choses là. Et les chèvres, quand on fait des briques, on pose ça sur les briques. Et puis les bêtes ne vont plus poser les choses là, leurs pattes sur ça. Donc la plante là, ça nous aide beaucoup. Bon, il y a au départ un problème d'information. Parce qu'il faut d'abord savoir à quoi peut servir cette herbe-là. Et à partir du moment où on sait à quoi ça sert, on pourra alors l'utiliser. Mais ne pas prendre le risque de la cultiver comme se font les autres cultures. Ce que nous conseillons souvent aux communautés, c'est de le mettre comme des haies vives autour de leur plantation, devant la plateforme. Et ces graines pourront être utilisées quand nous serons prêts pour aller à cette expérience-là, pour en extraire l'huile de jatropha et leur faire les expériences qu'il faut. Avec le projet qu'on a réalisé, toute la population va pouvoir bénéficier d'une eau de qualité. Et en plus, on va pouvoir créer une activité économique liée non seulement à la distribution de l'eau, à travers les comités de gestion, le comité de gestion créé, qui va embaucher des fontainiers, trésoriers, donc, tout ce qui permet une bonne gestion du service, mais également donc, la production de l'huile de jatropha à travers la coopérative qui va pouvoir récolter, produire, presser, donc produire et vendre l'huile donc, à ce comité de gestion de l'eau. Au sein du village, c'est toute une chaîne de montage qui a dû voir le jour afin de produire l'huile. Une fois de plus, à chaque étape, les habitants sont mobilisés. La récolte est un travail long et minutieux. Chaque arbre peut offrir jusqu'à 5 kg de graines, 2 fois par an. 1 kg vaut ici 10 francs CFA. Une coopérative gérée par 2 femmes rémunère les contributeurs. Là, il faut que ça les villes, non mourir. Papa, tu ça les villes, il faut. La fille, il y a neuf neuf, il faut y serrer. Ya bombe, il faut kilo et biette. Ya bombe. La femme aurait une fille à gâter remonter. Peg la fait la gâter au ya aurait ben. Bonne ya aurait. Autre ya fille qui est remonter, trouillate. La femme bora bombe. Autre ya fille qui est sirio qu'on groupe pour la table. Autre groupe, la table web la lave le four le bon. Autre la femme qui est groupe y est là. Autre mais ouais à l'eau. Pas groupe y aller à Jama trou mais ouais à l'eau. La tia va l'entendre. You are never eleven before I won't wear 11. Ya war l'entendre. You are no fool 11 before 11. Or to sacre you will be defeated and firm by labor you fool. Ya you fool. La tia l'endre me. Malarem level young fool. You fool good name it. Pavel Atian Barre, me, Mako, la Telatian Barre me. Doven Alan Becky Saga, Milebeki, Asaka and Bower, no school. Come for arguments I mean, to all. Malatian never me, you fool. Never fool good name it, Timber. Latia, may I out him, Salafa, Leana Montaway. But you say you do. Pour avoir les graines, donc il faut les enlever dans leur coquille. Une fois qu'elles sont enlevées dans leur coquille, donc elles procèdent à ce qu'on appelle le concassage. C'est-à-dire d'enlever l'enveloppe. Si Serek Bene est en fête, c'est qu'aujourd'hui, et pour la première fois,
Les femmes de la coopérative vont s'adonner au pressage manuel des graines. L'effort consenti est considérable, mais très productif, avec un rendement optimal. C'est un travail auquel elles devront s'adonner chaque jour, car l'huile, une fois produite, ne se conserve que 48 heures. Le dispositif est composé d'un moteur diesel. Ce moteur diesel fonctionne, alimente une pompe immergée qui va à son tour remplir le château. Le moteur n'a subi aucune modification. Donc on a juste apporté 2 réservoirs, un pour le gasoil et un autre pour l'huile de jatropha, le biocarburant. Donc chaque réservoir est muni d'un robinet. Dans un premier temps, on démarre avec l'huile, avec le gasoil pour permettre un préchauffage pendant 5 minutes à peu près. Donc une fois ce préchauffage, là, on ouvre le robinet contenant l'huile de jatropha et on ferme celui du gasoil pour continuer le fonctionnement normal. En fin de fonctionnement, donc on refait la même chose. Donc on ferme le robinet contenant l'huile de jatropha et on ouvre celui du gasoil pour pouvoir brûler tout ce qui est dépôt. Parce que on a constaté que l'huile de jatropha, la viscosité, les 2 viscosités ne sont pas les mêmes. La viscosité de l'huile de jatropha est plus importante que celle du gasoil. Voilà, donc on est en train effectivement de discuter des modalités et surtout des coûts. Ce que les gens veulent, c'est qu'effectivement ça apporte de l'emploi, donc de la plus-value, mais également que le coût de production de jatropha et donc d'achat aussi de l'huile de jatropha par le comité soit moins cher que le prix du gasoil. Et a priori, on arrive à des ratios pratiquement 30% moins chers que le gasoil, quoi. Donc on se rend compte que le coût de revient de cette huile est à 250 francs. Et cette même huile est vendue à 500 francs au comité chargé de la gestion de l'eau. Et comparativement au prix du gasoil sur place, le litre se vend à 750 francs. Donc il y a une différence nette de 250 francs. Dans les villages, les femmes s'occupent des tâches domestiques, ce qui leur laisse peu de temps pour développer des activités rémunératrices. Au mieux, certaines parviennent à vendre de la nourriture, mais les revenus dégagés ne constituent pas d'économie réelle. Et indépendamment même de la quête des graines, au niveau du comité de gestion, donc on peut estimer au moins la création d'une vingtaine d'emplois, ce qui est vraiment significatif en milieu rural. Imaginez.
L'idée, c'est effectivement qu'il y ait une forme d'autogestion par les citoyens, enfin les citoyens, les habitants. Donc c'est vraiment un peu dans l'air du temps. Je dis que là, pour le coup, on crée une économie dite circulaire. En fait, on crée de l'emploi avec une richesse locale. Alors bon, l'histoire de la jatropha, elle n'est pas terminée, puisque a priori, il y a des produits dérivés possibles. En tout cas, l'huile, c'est une chose. On peut peut-être faire du savon, mais ça, s'il y a des besoins et s'il y a de la demande, ils pourront toujours se lancer sur cette production. Mais également, l'amendement organique, donc avec la pulpe de la graine, qui a priori est un excellent engrais, si vous voulez, biologique, dans un secteur, en tout cas, qui a besoin de culture maraîchère. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, va générer le développement d'une économie locale un petit peu plus importante et création d'emplois. Les biocarburants et leur impact sur l'environnement soulèvent encore de nombreuses questions. Mais l'eau qui coule à Serekbene est potable et propre. Et si son acheminement n'est pas polluant, c'est bien grâce à l'intégralité de la chaîne de production de l'huile de jatropha. S'il existe une émission de CO2, elle est nécessairement résiduelle et directement absorbée par la végétation environnante. En adoptant un comportement éco-responsable, le village s'offre une chance de développer une économie locale et s'assure les moyens d'entretenir et de conserver son réseau de distribution d'eau. Donc à terme, on voit bien le remplacement des groupes électrogènes traditionnellement fonctionnant au gasoil par de l'huile de jatropha, donc l'utilisation de l'huile de jatropha, mais également donc, la production d'électricité à partir de cette même huile. Et ce serait effectivement une généralisation tout à fait extrêmement importante et là pour le coup extrêmement significative, quoi. Nous comptons à titre expérimental commencer l'utilisation du biocarburant pour voir dans quelle mesure ça pourrait énormément contribuer à réduire les dépenses liées à l'achat du gasoil et en même temps éviter que nous soyons dépendants des énergies fossiles. Et bien évidemment, nous, on va suivre ça de loin, mais de plus en plus, on se désengagera. L'idée, c'est d'initier en fait ce mouvement. En 15 ans, la RAID a développé de nombreuses initiatives citoyennes aux 4 coins du monde. À chaque fois, en mettant à profit les compétences et les matériaux locaux. 200 000 personnes bénéficient désormais d'adduction en eau potable et de systèmes d'assainissement. La preuve par l'action que c'est avec la connaissance et une maîtrise méthodique des lois de la nature que se gagne la liberté. Bye.